Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce tout premier épisode de la nouvelle mouture de 7ème dimension. Donc vous avez pu le voir, le générique a changé, le logo a changé, on a mis les petits plats dans les grands pour 2024, et j'attaque dès à présent cette vérif dédiée à l'éventreur de New York de Lucio Fulci, en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors, effectivement, il s'est passé un petit moment entre le dernier épisode de La Vérif qui était dédié au 4e John Wick et ce nouvel épisode de La Vérif dédié à l'éventreur de New York. Voilà, donc de mémoire, on était sur la mi-octobre. Donc, plus de 3 mois, et pourquoi déjà j'ai mis plus de 3 mois avant d'enregistrer de nouveaux épisodes de 7ème dimension? Et c'est parce que j'étais affairé sur d'autres projets. Alors, quels étaient ces projets ? Comme vous le savez toutes et tous, je ne m'occupe pas que de 7ème dimension, donc j'ai 2 autres émissions de podcast, dont une d'ailleurs qui est Metal Advisory, qui est dédiée à la musique extrême. Il n'y a pas eu un seul épisode l'année dernière, donc voilà, c'est pour vous donner le niveau. Donc je me suis essentiellement concentré sur Chronique d'un Quadra, que j'ai fait évoluer. Voilà, j'ai fait évoluer le concept, et tellement que j'ai écrit le premier tome d'une suite de romans autobiographiques. Donc voilà, le tome 1 débarque en autoproduction sur Amazon à la date du 16 janvier 2024. Voilà pourquoi j'étais affairé ailleurs, voilà, sur ces idées d'écriture littéraire. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je vous demanderai d'aller jeter des oreilles et des yeux sur vos réseaux sociaux et sur Amazon au nom de Chronique d'un Quadra. Vous en saurez plus, mais ici on est à la 7ème dimension et c'est pas du tout la même histoire. Ici c'est cinéma, et notamment cinéma de genre. Alors pourquoi j'ai refondu aussi, je vais profiter de cette vérif un petit peu pour présenter cette nouvelle mouture de 7ème dimension. Alors pas de grandes révolutions, voilà, juste des petits aménagements. Donc pourquoi j'ai refondu un petit peu toute l'identité graphique, et vous le verrez, en tout cas moi j'en suis très fier des nouveaux visuels, voilà, qui vont commencer à pulluler un petit peu sur Instagram, sur Facebook, X et TikTok, notamment le travail au niveau des reels aussi, des extraits des épisodes. Donc pourquoi j'ai refondu ça ? C'est parce que on va dire qu'historiquement il y a toujours eu un petit problème avec ce podcast sur 7ème dimension, c'est que il avait à la fois un pied à l'extérieur, donc c'est-à-dire une existence en tant que podcast, et un pied à l'intérieur, donc c'est-à-dire dans le passé historique de 7ème dimension, qui est la revue papier. Et en termes de visuel, on va dire que c'était pas satisfaisant, parce que j'étais encore prisonnier de ce passé historique de 7ème dimension, et j'ai décidé qu'il était temps de s'en séparer. Voilà, donc l'idée c'est pas de renier le passé de 7ème dimension, c'est que on va se le dire dès à présent, il n'y a pas pour objectif, en tout cas de ma part, de ressortir une version papier. Donc il est temps de creuser la différence et vraiment de faire exister 7ème dimension comme un podcast à part entière, et non pas comme le podcast issu d'un magazine. Voilà, donc on va dire que le magazine papier avait 12 numéros, là on n'est pas loin d'une 50aine d'épisodes, donc il y a plus au final de matière côté podcast que du côté papier. Alors je ne sais pas si dans un futur, alors qui est pas proche mais plutôt lointain, il n'existera pas une version papier, je n'en sais rien, mais en tout cas si elle devait exister, elle s'appuierait sur le podcast et non pas l'inverse. Donc voilà
pourquoi j'ai voulu faire évoluer ce concept-là. Et effectivement, je me suis rendu compte aussi que l'année précédente, je me suis pas mal enfermé dans le cinéma d'action. Alors c'est bien le cinéma d'action, mais j'ai eu tendance à m'éloigner, je pense, de l'ADN de 7ème dimension, qui est le cinéma de genre. Ok, c'est global, mais qui a plus une base fantastique, horrifique, donc il est temps de revenir aux affaires. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quitte à revenir sur une vérif, autant reprendre le concept de la vérif qui était quoi ? Qui était de traiter de films en mode random, donc je vous rassure, je finirai le cycle sur Michael Mann, un autre cycle aussi que je vais reprendre cette année qui est celui dédié à John Carpenter, donc très rapidement il va y avoir en fait des chroniques de la vérif dédiées aux œuvres de John Carpenter, mais l'idée c'est de ne pas m'assimiler à un genre qui va être l'action old school, donc là, quitte à reprendre les affaires, autant attaquer dans le dur, et autant prendre un film vénère pour commencer ce mois de janvier 2024, et allez savoir pourquoi, sur la pile des œuvres que j'avais récupérées quand même, le master que j'ai, qui est édité par The Ecstasy of Films, moi je l'ai récupéré en 2020, en 2024, donc ça veut dire que ça fait 4 ans que j'ai le truc, et que je ne l'ai pas vérifié, chroniquer cette nouvelle version. Donc voilà, donc quitte à réattaquer, autant prendre du vénère, et Lucio Fulci s'est imposé très rapidement. Donc voilà. Donc la vérif pour 2024, elle va être en mode random. Donc voilà. Donc, et je pense qu'il y aura plus une tendance côté Italie. Voilà, je me sens une vibe un peu italienne. Donc à mon avis, ils vont suivre très rapidement Frayeur, L'Au-delà, La longue nuit de l'exorcisme, La maison près du cimetière, ce genre de choses en fait. Donc au niveau de Fulci, j'ai envie de me faire aussi du réanimateur, j'ai envie de me faire plein de trucs, mais en mode vénère old school. Au niveau de ce que vous avez pu voir sur les visuels, parce que peut-être certains ou certaines ont crié à l'hérésie, se demandent de mais d'où sortent ces visuels. Bon, voilà, ça c'est un secret pour personne. Pour les nouveaux arrivants, peut-être ça sera une nouveauté. Voilà, moi, dans mes activités professionnelles, je bosse dans l'audiovisuel, donc j'ai très 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 rapidement intégré les IA génératrices d'images dans certains process, et j'en suis très satisfait au niveau de ce que ça peut produire, notamment pour Chronique d'un Quadra. Donc j'ai décidé en fait d'adapter ça, et pour chaque film que je vais chroniquer, je vais refondre en fait, je vais m'inspirer et refondre et reproposer des visuels générés par IA, et amener autre chose en fait, voilà, essayer de me démarquer un petit peu au niveau de la concurrence, et d'animer ces 10 visuels pour les reels, parce que bon, j'ai remarqué, mine de rien, c'est un podcast, vous écoutez ça avec vos oreilles, mais pour faire du retargeting, c'est-à-dire récupérer de l'audience quand on poste de la vidéo, il faut que ça bouge en même temps que ça s'écoute. Donc voilà pour le concept, voilà, le nouveau concept de 7ème dimension, c'est reformuler les œuvres d'antan, voilà, à l'aide d'IA, les rechroniquer sur des nouveaux supports, voilà. Et on gardera aussi le concept des épisodes longs, et déjà je peux vous le dire, voilà, j'avais annoncé que le prochain épisode long serait dédié à la quadrilogie L'Arme Fatale. Honnêtement, j'ai revu, donc à l'avenir, il faudra que j'annonce moins de choses, voilà, comme ça au moins je tiendrai les engagements. Le premier est indéboulonnable, le deuxième, je l'ai réévalué à la hausse, le troisième et le quatrième sont des horreurs, voilà, je le dis. Donc j'ai mis combien de temps ? Le quatrième, voilà, parce que je crois que je ne l'avais jamais regardé, parce que je savais très bien, moi, je l'affirme, dès à présent que c'était daubé, et j'ai dû le regarder en 10 fois morceau, enfin ça a été d'une douleur et d'un supplice, voilà. J'ai pas envie, voilà, ça m'a coupé l'envie quasiment, donc c'est pour vous donner le niveau de m'attaquer à la quadrilogie. Je pense que je traiterai le 1 en mode vérif comme ça, mais voilà, c'est bon. Le 3 ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, le fait de l'avoir revu, ça confirme un petit peu les choses. Donc voilà, j'avais pas envie non plus de faire une critique à charge, parce que je sais que certains et certaines aiment bien cette quadrilogie pour... Je pense de mauvaises raisons, voilà. Moi, pour ma part, je vais être plutôt du côté de Shane Black, je pense que ça aurait dû s'arrêter au deuxième. Bon, voilà. En tout cas, sur un coffret de 4 films, il y en a 2 à jeter à la poubelle, donc voilà. J'ai préféré ne pas m'étendre, et rappelez-vous que dans les grandes heures, il y a quasiment 3 ans, quand je m'étais attaqué à la saga American Ninja, j'avais même pas pu aller jusqu'au bout du American Ninja 5, tellement c'était une douleur. Donc voilà, pourquoi il n'y aura pas la
l'arme fatale, mais ne désespérez pas, je peux déjà l'annoncer, j'ai déjà préparé toute la base. Me demandez pas pourquoi on attaque 2024 dans le dur. Le prochain épisode long est dédié à la quadrilogie Mad Max. Voilà. Donc ça, quitte à avoir du Mel Gibson, autant avoir du Mel Gibson qui envoie du bois et, comme je le disais toujours, revenir se raccrocher à l'ADN de base de 7ème dimension qui reste en fait l'horreur et le fantastique. Voilà. Depuis toujours, et ça permettra aussi de devancer la sortie de Mad Max Furiosa. Je ne sais pas si vous avez pu jeter vos yeux sur cette bande-annonce, ça promet du lourd. Voilà pour le point sur cette nouvelle version, et bien entendu sur les visuels que vous allez voir sur les réseaux, ou même sur vos plateformes de podcast, voilà, j'ai aussi viré toutes ces infos, genre la vérif, numéro temps, on s'en fiche, je vais pas faire ça pendant 10 ans, vous vous rendez compte, à un moment donné on en sera, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension, nous sommes dans la vérif numéro 143, enfin bon, au bout d'un moment on a compris le concept, donc je vais mettre plus en avant le film, d'un côté le logo du podcast et de l'autre le film en lui-même avec de nouveaux visuels générés. Donc voilà l'idée. Donc il est temps de se pencher sur l'Éventreur de New York. J'ai toujours kiffé l'Italie, voilà, quelque part. D'ailleurs, je vais même me faire un petit kiff, je vais vous donner le nom original du film en italien, Lo Squartatore di New York. Voilà, alors... L'Italie, j'ai mis du temps à y venir parce que à l'époque, donc ça il faut remonter au milieu des années 90, hein, quand j'étais ado, je voyais un petit peu cette vague de films horrifiques ou le post-apo italien comme une version Wish des films que j'aimais. Ah, ce qui est pas faux quelque part, hein, parce que c'est de l'exploitation italienne de concepts, donc c'est directement pompé, mais à la différence, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, à la différence d'autres contrées qui ont pu faire de la contrefaçon ou autre, ce qui était bien avec l'Italie, c'est pour ça que ça suscitait l'intérêt, c'est qu'il y avait une certaine complaisance dans la violence, dans l'horreur, dans le gore, dans tout ce que vous voulez, qui, on va dire, force le respect. Et honnêtement, dans une époque envahie et dominée par les plateformes de streaming, où on y positionne, que vous le vouliez ou non, ce qui sort dessus est l'équivalent du DTV, on y pompe du concept, mais... on fait ça, comment on pourrait le comparer à une demi-gaule, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais, ça fait pas longtemps que vous écoutez le podcast, c'est déjà vulgaire, et bah préparez-vous, c'est la nouvelle cuvée pour 2024. Donc voilà, c'est équivalent d'une demi-molle, le machin. Et effectivement, ça va jamais, moi l'exemple que j'ai en tête, tiens, on va en parler, le Rebel Moon de Zack Snyder, voilà, c'est un truc qui démarre jamais vraiment, voilà, c'est désaturé. En fait, le film est à l'image de sa colorimétrie, c'est-à-dire que c'est fadasse, voilà. Et si on met en opposition, voilà, cette vague de films italiens de l'époque, hein, parce que si on regarde Rebel Moon, si on le remet dans le contexte, c'est une ressucée, c'est du sous Star Wars, voilà, on va pas se mentir. Sauf que au moins les Italiens, ils y mettaient un peu d'âme, et ils poussaient les curseurs au maximum. Donc, je pense que m'être lancé dans du full C comme ça, c'est pas forcément anodin. Je pense que j'ai ras le cul de regarder des trucs fadas actuels, et je me suis dit, bah, quitte à regarder de la copie, autant regarder de la copie qui est faite avec de l'âme. Voilà le point de départ de pourquoi j'ai ressorti l'Éventreur de New York. Et je me suis dit aussi, il faut que je me fasse un truc un peu déter, et pour vous remotiver, vous, de votre côté, quitte à écouter une vérif, autant qu'elle envoie du bois. Voilà, j'ai pas dit que ça serait la plus longue, parce qu'il n'y a pas non plus des kilomètres de choses à dire là-dessus, mais en attendant, le film est là. Alors, l'Éventreur de New York, ça parle de quoi ? Alors déjà, dans le titre, il y a l'Éventreur, donc forcément, on va être sur un Ghiali de Lucio Fulci, voilà, donc un Ghiali, donc ça c'est la version au pluriel, donc c'est-à-dire un Giallo, donc c'est-à-dire
le roman de gare italien, policier, matinée de violence adapté à l'écran, comme ont pu le faire Mario Bava ou Dario Argento, voilà. Donc, ce giallo-là, en fait, va être mélangé avec une base un peu plus glorieuse qui va être l'inspiration, voilà. On va dire ça va être relié, ça va être capillotracté par tous ces films, par tous ces romans, en fait, qui se sont inspirés de l'histoire de Jack l'Éventreur. Donc voilà le côté de l'Éventreur de New York. Et n'oublions pas qu'à la même période, on a aussi un C'était demain, voilà, qui sortait, avec Malcolm McDowell, voilà, et qui mélangeait, voilà, La Machine à explorer le temps et Jack l'Éventreur dans un même film. Donc quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas non plus anodin. Et puis, il y a toujours eu ce côté qui est très drôle, c'est-à-dire que Fulci, il a toujours essayé tant bien que mal de donner un peu de prestance à ses films en y incluant New York. Il faut pas oublier que son Zombie 2, qui s'appelle L'Enfer des Zombies. Tout le monde le connaît sous le nom de L'Enfer des Zombies, mais à la base, c'était censé être une suite non officielle du Zombie de Romero. Il y plantait très rapidement au début du film, voilà, pour après partir ailleurs, sa caméra aux abords de New York. Donc c'est pas étonnant que quelques temps plus tard, il décide de poser quasiment sa caméra pour, alors pas la totalité du métrage, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est tourné de la même manière qu'une série française à La Plus Belle la Vie, c'est-à-dire des extérieurs à Marseille et après tous les plans intérieurs sont faits ailleurs. Voilà, donc l'Éventreur de New York, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a pas mal de plans qui sont tournés en extérieur, et après, tout ce qui va être ce qui se passe à l'intérieur du commissariat, les chants contre chants, les échanges de dialogue entre deux personnages, les chambres d'hôtel, etc., tout ça va être fait à Rome, voilà. Donc, mais l'illusion est parfaite. On croit vraiment qu'il a tourné entièrement son film à New York, et pour eux, comme c'est ça qu'il faut remettre en perspective, comme le cinéma italien singe le cinéma américain, hein, voilà, le western spaghetti, c'est à peu près ça, c'est raconter la conquête de l'Ouest en posant ses caméras en Espagne. Là, il y a une forme aussi, voilà, ils ont une fascination pour les États-Unis d'Amérique. Et n'oubliez pas aussi que un Sergio Leone ne passera, voilà, le firmament, voilà, le point d'orgue de Sergio Leone, c'était une fois l'Amérique, voilà. Donc le but, c'est de quasiment raconter l'histoire des États-Unis et de poser sa caméra là-bas. Et on peut le remarquer si on fait un parallèle aussi avec Roland Emmerich, le plus américain des réalisateurs est allemand, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce soft power américain, les Italiens, ils ont carburé à ça, ils ont une fascination pour les États-Unis, donc forcément, c'était évident que la caméra de Lucio Fulci allait essayer de se poser un maximum de temps à New York. Donc, c'est en lien, bien entendu, avec Jack l'Éventreur. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que depuis la fin des années 70, début années 80, aux États-Unis, c'est aussi la naissance du slasher. Sont arrivés les Halloween de John Carpenter, le Vendredi 13 de Sean S. Cunningham, et surtout, voilà, un autre, alors c'est pas un Italien expatrié, il est d'origine italienne, voilà, c'est William Lustig, a fait Maniac en 1980, et on pourrait voir l'Éventreur de New York comme une version italienne folklorique de Maniac. Voilà. Là où Maniac est craspec et d'un sérieux papal, l'Éventreur de New York est ultra gore, mais il y a un côté un petit peu wish et kitsch que seule l'Italie est génératrice à l'époque. Voilà. Donc je sais que les aficionados de Fulci vont me détester. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Lionel Grenier, qui est considéré comme le Fulciologue, voilà, de par chez nous, hein, voilà. Donc, qui s'est occupé, voilà, donc déjà qui a un site internet qui se charge depuis des années du site internet luciofulci.fr, qui s'est occupé du livret intérieur de cet Éventreur de New York édité par The Ecstasy of Films, et qui s'est occupé aussi des nombreuses éditions, voilà, notamment j'en reparlerai pour Frayeur l'au-delà et toutes les autres éditions. Donc voilà, il est une référence en France sur Lucio Fulci, il a sorti des bouquins là-dessus, et petite pépite aussi, n'oubliez pas que notre cher Lionel Grenier a commencé à, on va dire, exploiter sa plume au sein des pages de 7ème dimension, et oui, voilà, donc comme quoi, c'est souvent ce que je disais à Peterson, comme quoi nous on a eu plein de gens de passage à 7ème dimension, ils ont eu une carrière, nous pas du tout. Donc, mais bon, l'important, comme on dit, c'est de participer. Donc voilà, c'est un petit coucou à Lionel. Donc voilà, je sais qu'il écoutera ce podcast, voilà, je te passe le bonjour. Et j'oubliais aussi qu'il avait lancé sa propre revue Manivelle à l'époque, une revue bien plus sérieuse que la nôtre, 7ème dimension, où on y trouvait quand même des portfolios cochons à l'intérieur, hein, comme quoi
on allait chercher le chaland pour la lecture de notre fabuleux Canard, voilà. Donc, et d'ailleurs, Canard fait une jolie transition avec ce qui va suivre pour l'Éventreur de New York. Donc, l'Éventreur de New York, c'est une histoire qui est pleine de clichés. Mais c'est des clichés qui sont poussés au curseur, et ça me fait rire. Donc, cet Éventreur de New York, alors, parce que là, je vais vous parler du film, mais on n'a pas présenté le réalisateur, Crime de lèse-majesté. Donc j'ai fait une petite pastille sur le spécialiste français de Lucio Fulci, mais qui est Lucio Fulci ? Alors Lucio Fulci, très rapidement, voilà. Donc il est considéré comme le parrain du gore, mais enfin, du côté de la Méditerranée, c'est-à-dire du côté italien de la chose. Donc, alors, il est connu pour quelques films. Parce que dans toute sa filmographie, l'horreur et le gore n'occupent que un tiers de sa filmo. Parce qu'il a tourné énormément de western spaghetti, beaucoup de films de genre, que ce soit des polars, du western spaghetti, mais on le connaît en fait pour des films qui ont marqué la rétine et les festivals de l'époque, notamment La Longue Nuit de l'Exorcisme, L'Enfer des Zombies, Frayeur, L'Au-delà et La Maison près du cimetière. Voilà. Donc, petite info, Peterson a toujours, quand nous on était ados, il est tombé amoureux de Lucio Fulci, de l'Italie et de ses débordements gore, tellement que le gars, à 18 piges, je m'en rappelle, il était très fier de porter un t-shirt avec une tête de zombie avec marqué en rouge, voilà, sur fond noir, Lucio Fulci is alive. Voilà, ça c'était son... Et d'ailleurs, il m'a confirmé l'avoir toujours en bon état, 20 ans plus tard, ce t-shirt-là, donc force et respect Peterson. Donc voilà, donc son Éventreur de New York, c'est adapter un de ses giallo, voilà, et le marier au slasher américain. Voilà, ce qui marchait très bien au début des années 80. Donc ça raconte quoi ? Donc on va y suivre, voilà, le quotidien, dès le départ, du lieutenant Fred Williams, incarné par Jack Hedley, qu'on a pu voir dans Laurence d'Arabie. Alors ce mec-là, en fait, il a une tête où tu te dis, bah tiens, je l'ai vu partout, il est connu, mais en fait pas tellement. Voilà, et c'est un commissaire, alors j'aime bien, parce que bon, dans le polar, il y a des clichés, mais alors là, ils sont poussés avec le curseur. Donc tu sens que le mec, il a à 2 doigts de l'alcoolisme, voilà, donc il a 2 doigts de l'alcoolisme, il fume clope sur clope dans son commissariat, et pour se détendre, il va aux putes. Voilà. Comme ça, au moins, les bases, elles sont mises direct, et histoire que ça soit bien patriarcal, le truc, moi j'aime bien. Donc, autant chez Hitchcock, tu sens que entre l'acteur principal, tu vois, entre un Cary Grant ou ce genre d'acteur, il va y avoir, avec le love interest, allez, entre un 15-20 ans d'écart, bon là, c'est petite pépite pour toi, il y a au moins 30 piges d'écart, tu vois, la prostituée à 20 piges, le mec, mais même plus que ça, et même 40 piges, le mec il est pas loin de la soixantaine, voilà. C'est comme ça, on prend, tout est normal, on est bien. Et donc très rapidement le film s'ouvre avec un chien qui déniche aux abords, voilà, du Brooklyn Bridge. De toute façon le Brooklyn Bridge, voilà, vous aurez des plans iconiques comme ça de New York, il avait déjà filmé sans autorisation pour l'Enfer des Zombies à bord d'une barque, donc là tu sens qu'il est content d'avoir les pieds au sol et de pouvoir se promener avec sa caméra, et on y voit un chien, voilà, qui ramène une main, voilà, décomposée, et donc très rapidement on mène l'enquête, et bon... T'as compris en fait que l'acteur principal il va pas s'emmerder, donc la notion de tueur en série n'est pas encore évoquée, mais on y parle de maniaque, voilà, on y parle de psychopathe, et vous verrez que ce lieutenant sera très rapidement affublé d'un psychologue qui va permettre de combler les failles du scénario et d'amener un côté pré-Silence des agneaux à la chose, donc ça c'est très bien. Donc notre tueur, parce que notre tueur, même s'il est à New York, il est quand même infusé d'origine italienne. Donc, je vous le donne en mille, il va s'attaquer qu'à des jeunes femmes. Voilà. Qu'à des jeunes femmes entre 18 et 20 ans. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, donc voilà l'histoire. Donc, et il y va pas avec le dos de la cuillère. Et c'est ça qui est quand même... c'est ça qui force le respect dans ce film-là. Alors, dès à présent, on va le dire... Alors, du coup, je sais que Lionel Grenier, dans son fascicule intérieur, a pris à contre-pied la critique de l'époque qui avait traité le film de misogyne. Bon, il y a quand même beaucoup de gratuité dans ce film qui n'a rien à voir, et honnêtement ça serait quand même on va dire du mauvais esprit que de dire quand même qu'il n'y a pas une volonté d'y aller franco quand même. Bon, je développerai par la suite ce côté misogyne du film, mais quand même c'est là, on peut pas le nier, hein. Quand même il y a des trucs, c'est d'une gratuité, le film, de toute façon honnêtement quand je vois qu'il était interdit aux moins de 16 ans à l'époque, ça frôle la pornographie à bien des moments, et
Et si ce film sortait aujourd'hui, dans la temporalité sociétaire qui est la nôtre, autant vous dire qu'il y aurait des manifestations dans la rue. Voilà. Donc regarder ce film aujourd'hui, c'est presque l'équivalent de regarder un film qui s'est changé sous le manteau. On serait presque dans l'Union soviétique quand ça s'est changé Rocky IV sous le manteau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, alors ce tueur, eh ben, il s'en prend à de très jeunes femmes et il va commencer à revendiquer ses crimes en prenant, parce que sinon on s'amuse pas, une voix nasillarde de canard. Voilà, ça va donner ça coin-coin. Voilà, il va appeler le commandant. Voilà, il va parler comme ça. Alors, effectivement, bon... Moi, vous l'avez compris, moi j'adore la VF, donc du coup, c'est un film que j'ai regardé en VF, et elle manque pas de sel, donc voilà, c'est ça la petite plus-value du coup italienne, c'est-à-dire que là où un Américain, prenons le cas de John Carpenter, va te mettre un mec sous un masque qui va marcher très lentement et qui va pas parler. Donc tu vois, c'est brut de décoffrage, on va appeler ce personnage The Shape, etc. Voilà. Et ben nous, en Italie, j'allais dire nous, je suis pas italien, en Italie, et ben... comme on aime bien, on a le côté un peu sanguin, voilà. On aime bien rajouter des petits trucs, on est dans le fétichisme, on est dans le voyeurisme, donc déjà, ça sera un meurtre au couteau très pointu, lame fine, pointue. Souvent, on va porter des gants, parce que ça, c'est toujours bien, des gants noirs, hein, histoire de faire des petits liens au masochisme, et on va prendre une voix nasillarde pour souligner que psychologiquement, ça va pas. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est que toi, en tant que spectateur, tu regardes le film, voilà, tu te dis, voilà, t'entends l'autre, Coin, alors c'est l'inspecteur. tu vois, il parle comme ça. Et à côté de ça, t'as un psychologue avec un sérieux le plus papal possible qui va t'expliquer. Et oui, effectivement, cette personnalité vous provoque. Nous avons affaire à quelqu'un qui a un QI très développé. Et là, silence. Toi, tu dis, ah oui, effectivement. Il faut, c'est vrai que en termes de QI, avoir pensé en étant sociopathe à appeler narguer un lieutenant de police en prenant une voix de canard, effectivement, j'ai envie de dire, on est dans l'hypersensibilité, on est dans le HPI. Clairement, voilà. Donc du coup, ça fait rire. Voilà. Donc ça fait rire. Alors vous verrez qu'il y a une raison quand même. Il y a une raison au niveau du scénario pour qu'ils prennent une voix nasillarde de canard. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, c'était quand même aller chercher très loin, cette raison-là. Mais pourquoi pas ? D'ailleurs, ça me permet, parce que bon, vérif oblige, d'aller un peu à droite et à gauche, de parler du scénariste, qui est Dardano Sacchetti. Alors, c'est peut-être the scénariste italien de l'époque. Hein. Il est derrière du Bava, la baie sanglante, du Argento avec le chat à 9 queues, du Inferno aussi, du Fulci, Enfer des zombies, Frayeur. On va même le retrouver dans une importation américaine d'un Italien, notamment Damiano Damiani pour les besoins d'Amityville 2. On le retrouvera chez le fils de Mario Bava, c'est-à-dire Lamberto Bava pour Démon 2, et dans du post-apo, notamment Les Guerriers du Bronx. Donc le mec est partout. Le mec, il tape dans tous les genres, mais c'est ça qui est fascinant avec l'Italie, c'est-à-dire que dans le même décor, tu peux faire un giallo, un western et un post-apo. Et voilà. Et pourquoi pas ? Voilà. Et en même temps, est-ce que ça ne serait pas ce que font les plateformes de VOD ? Quand on voit que Chris Pine... il est dans de multiples productions Amazon Prime coup sur coup, c'est tourné dans les mêmes décors, on va pas se mentir. Voilà. Donc sur un même décor, ils font 3 films avec Chris Pine. Donc voilà, j'ai même pas besoin de les voir, vous avez juste à regarder les bandes annonces, vous avez l'impression que c'est 3 fois le même film. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui est... pourquoi ce film vaut le détour ? Alors déjà, il fait à peu près 1h30. Donc ce qui parle et temps qui court, force le respect. 1h30, c'est la garantie, on va dire, de ne pas se faire chier. Voilà, donc déjà, et c'est vrai que ça manque, hein, les films de 90 minutes, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, un de mes fidèles auditeurs m'a posé la question, je n'ai pas répondu en MP, est-ce que j'avais aimé Expendables 4 ? Eh ben oui, voilà, et justement parce que il est proche des 90 minutes, ce qui fait toujours plaisir, voilà, donc au moins comme ça, cher auditeur, tu auras la réponse à ta question, donc pourquoi, alors, je viens de le dire, déjà, ça a duré, et c'est aussi parce qu'on est dans de la pure exploitation, et quand l'Italie fait de l'exploitation, tu en as plus que ce que t'es venu chercher.
Voilà. Donc, autant vous dire que ce qui avait marqué à l'époque, c'était notamment pour les scènes gore. Et ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc, c'est-à-dire que ce tueur qui manie l'arme blanche va se permettre, parce que il y a peu de films qui se permettent les pires outrages sur une victime. Celui-là en fait partie. Donc, on a un maniaque qui s'en prend aux femmes, et notamment à la féminité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va s'attaquer à la fois en externe et en interne, vous allez voir là où je veux en venir, au symbole de la féminité. Donc, ça n'hésite pas à... comment on pourrait dire ça, à couper très lentement en plan séquence du téton à coups de lame de rasoir. Ça éventre au niveau du bas-ventre. Ça met même des coups de tesson de bouteille dans le vagin de la victime. Non, ce que je vous raconte se passe vraiment dans le film. C'est ultra bourrin. Et c'est bourrin et gratuit pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Et à côté de ça, parce que l'idée, c'est pas non plus de tout spoiler, hein, voilà. Et à côté de ça, voilà, il y a, et c'est pour ça que je le dis, qu'il y a quand même une forme de complaisance gratuite du film, et à côté de ça, il y a plein on va dire, de storylines secondaires qui ne servent en rien le récit. Voilà. Donc, pour exemple, donc voilà, on va poser la structure narrative de l'œuvre, donc on va suivre, on va dire, l'enquête du lieutenant Fred Williams, donc les victimes s'amoncellent, et au fur et à mesure, et ben des fois, Fulci va décider, alors tu sais pas au début, tu regardes un peu le film, il s'attarde sur le personnage notamment d'une quadra, parce que je pense que c'est une quadra ou à la frontière, donc qui est dans une relation libre avec son mari, donc riche mari, et elle se balade de cinéma porno en chambre d'hôtel et va chercher un petit peu le grand frisson. Voilà, donc c'est à peu près l'idée. Donc tu suis ce truc-là, et bon, t'imagines que dans un film comme L'Éventreur de New York, elle va finir en victime, mais c'est pas forcément évident, donc des fois, il y a des scènes qui sont complètement gratuites, tu te demandes à quoi ça sert en fait. Donc, bien entendu, comme c'est un giallo, Fulci nous amènera sur des fausses pistes, donc cette quadra va côtoyer un homme qui a l'habitude de fréquenter les cinémas porno de la 42e rue, donc d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un film voilà, qui s'inscrit clairement dans la temporalité du maniaque de Lustig, donc ce sont les mêmes ruelles crasseuses, et on y voit un New York qui n'existe plus, hein, parce que cette 42e rue matinée de Mac et de cinéma porno a complètement disparu, et alors, déjà, vous pouvez le voir dans les œuvres qui sont tournées à New York aujourd'hui, et même pour m'être rendu à New York, si vous y allez, vous verrez que ça n'a plus d'existence. Donc voilà, les seuls témoins de cette époque-là sont ces films-là, et les premières œuvres de Martin Scorsese, qui sont des témoignages d'un New York qui n'existe plus, voilà, notamment Mean Street et Taxi Driver. Donc effectivement, on va suivre cette quadra, elle va se retrouver dans un cinéma porno, alors et du coup ça va choquer certains des hommes présents dans la salle parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une femme regarder la même chose qu'eux, et quand je dis cinéma porno, c'est plutôt théâtre porno, parce qu'on y voit de manière très complaisante, merci Lucio Fulci, donc autant vous dire que le film est paradin là-dessus. Si vous cherchez de la fesse, vous allez en avoir pour votre argent. Je ne crois pas, chères auditrices, alors après on va dire que nul n'est prophète en son pays, je ne crois pas que ça soit un film qu'on puisse apprécier d'un point de vue féminin. N'hésitez pas à me partager votre ressenti si vous l'avez vu, mesdames, mais effectivement, voilà, c'est quand même un film qui est clairement orienté sur le côté voyeur, donc Fulci va gratuitement, dans le sens où on va avoir ces scènes qui se passent, donc c'est de la prestation en live, où des gens observent d'autres gens faire l'amour, et à l'intérieur, il y a cette quadra, voilà, dans le public qui regarde, et qui commence en fait quasiment à se masturber. Alors, ce qui est fou avec ce film, parce que je l'avais oublié, c'est que on est limite quand même. Hein. On est limite, on est un cran au-dessus de ce que ferait, de ce que faisait un certain cinéma érotique avec les Emmanuel par exemple, hein, qui passait sur M6 à l'époque. J'allais dire Feu M6, voilà. Sur M6 qui était, on va dire qu'il y avait une autre, on va dire qu'il y avait d'autres programmes qu'aujourd'hui. Voilà, c'était pas axé télé-réalité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait les jeudis d'angoisse, il y avait le film érotique. Je sais plus, je crois que c'était le dimanche soir, ouais.
très typé pour les couples qui baissent plus, c'est à peu près ça l'idée, il me semble, hein, en termes de programmation. Voilà l'intelligence du directeur des programmes. Et effectivement, voilà, il y a une forme de complaisance, ça n'amène à rien en fait. Alors vous pouvez me dire que si ça amène une fausse piste avec un homme à qui il manque 2 doigts à la main, mais t'as très bien compris que c'est trop visible, parce que le but d'un giallo, c'est qu'on garde, en fait, l'énigme sur le tueur, et là on te le montre, donc bon, effectivement, c'est complètement couillon. Voilà. En même temps, comme je le disais, le Maniac de Lustig était sorti, et avec Maniac, on voit directement Joe Spinell. Mais bon, effectivement, on a ce côté-là, et on va suivre cette même quadra. Alors, à noter peut-être, aussi, ça je n'en sais rien, mais quand même, c'est à se poser la question. N'oubliez jamais que le cinéma est aussi un exutoire pour les auteurs derrière la caméra. C'est à se demander quelque part, parce qu'au final, les pires choses qui arrivent dans le film arrivent à une prostituée un peu jeune et à la quadra. C'est à se demander quelle était la vie sentimentale de Fulci à l'époque. Moi, je miserais quand même sur le fait que ça ne devait pas aller dans son couple, s'il y avait couple à l'époque. Voilà, c'est pas un sujet que j'ai creusé, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Hein. Lionel, tu reviendras vers moi en commentaire de cet épisode, mais autant de focus sur le quadra, cette relation libre, voilà, il y a une volonté de critiquer, de donner son avis, enfin voilà, ça va pas, je pense que ça va pas chez Fulci à l'époque, et effectivement, il y a cette scène qui sert à rien, hein, techniquement, autant la montrer dans le cinéma, dans cette espèce de théâtre porno, avec cet homme qu'on suspecte, voilà, ça peut amener quelque chose, pourquoi pas. Voilà. N'oubliez pas aussi que giallo, qui dit giallo dit slasher, donc il y a le côté puritain de la chose, ça veut dire que dans le cinéma horrifique, cet attrait au sexe est puni dans une société puritaine, le slasher sert à ça. Donc effectivement, de montrer un personnage qui s'adonne à ses plus bas instincts, entre guillemets, va être puni, donc oui, il y a une certaine forme de morale, mais là, il y a d'autres scènes qui contredisent ce truc-là. À un moment donné, on la voit aller dans un bar, et elle se fait quasiment doigter sous la table par un orteil d'un Mexicain, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est totalement gratuit, et avec cette mise en scène très caractéristique de Lucio Fulci, qui est très dans le crash zoom, avec ces zooms débulés très rapides en fait. Et là, on a des champs contre champs entre le visage de ces hommes-là, l'entrecuisse de la quadra, donc ouais, effectivement, tout ça, c'est gratos en fait. Voilà, tout ça c'est gratos. Comme le fait que celle qui subira le pire outrage soit la jeune prostituée du lieutenant Williams. Voilà, ça c'est donc gratuit. Voilà. Donc effectivement, on a un film ultra vénère sur la gente féminine. Cette question de la misogynie, alors. Après, bien entendu, le Fulci est un petit malin, donc tel un funambule, il est sur un mince filet, effectivement. Donc, il y a une volonté d'y aller, de choquer, de provoquer, mais en même temps, quand même, on va pas se mentir, ça l'est clairement. Ça l'est clairement, voilà, donc il n'y a pas à tortiller du cul sur ce truc-là par rapport aux exemples que je vous ai donnés. Après, ce qui est peut-être un peu dommage, voilà, et ce qui fait... Voilà, le film, ça n'enlève rien à la puissance visuelle du film. Après, pour moi, ça restera un sous-Maniac. Voilà, ça n'atteint pas le paroxysme de Maniac, parce qu'il lui manque en fait une chose importante, c'est une musique. Et c'est là où des fois, voilà, le cinéma d'exploitation italien se tire une balle dans la jambe. Donc, pour un groupe comme les Gobelins, où Dario Argento fait bien le taf, ou un Mario Bava fait bien le taf, voilà, là, on a une musique de Francesco De Masi, qui est quelqu'un qui a fait de la musique au kilomètre pour des péplums, pour des westerns, pour du polar, etc. Et par moments, dans des scènes de poursuite, dans des métros craspec ou quoi, on va avoir une musique de type disco. Voilà. Donc, une musique, on va dire, presque enjouée, qui dénote complètement avec l'ambiance craspec de l'image. Donc, au final, c'est à se demander... Le pourquoi du comment. C'est presque, alors je vais faire une spoiler sur ce que je dirais sur la quadrilogie Mad Max, c'est pas à sa place. C'est un peu comme la musique de Maurice Jarre dans le Mad Max 3 dans Bartertown. Voilà, c'est pas à sa place. Voilà. Et c'est dommage parce que ça sort du film. Parce que dans ce film-là, et c'est ça aussi
peut-être le côté fascinant qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de désinvolture dans l'ultra-violence. Parce que les motivations du tueur, alors j'ai pas envie non plus de trop spoiler, parce que ça serait bien aussi, peut-être à ceux qui ne l'ont pas vu, que ça vous donne envie peut-être de le regarder. Donc bien entendu, je parlerai aussi de l'édition qui est sortie en Blu-ray. Donc il y a quand même, voilà, sans trop spoiler, si le personnage du tueur a cette voix nasillarde de canard, ce qui a une raison. Cette raison, elle est liée à un passif familial, voilà, j'en dis pas plus, et ce passif familial est ultra glauque. Voilà, et ça se termine en fait sur cette idée-là. C'est ultra glauque, pour ensuite revenir sur un plan de New York avec une musique disco. On passe du coq à l'âne. C'est presque schizophrène, si vous voyez ce que je veux dire. Donc honnêtement, pour moi, c'est une œuvre que... Alors, vous l'avez vu sûrement en story sur Instagram, sur ceux qui ont vu. J'ai le film en VHS d'origine. Voilà, j'avais acheté ça dans un vidéoclub à l'époque. Donc, peut-être qu'un jour, ça vaudra des sous. On ne sait pas. Pour les collectionneurs, en tout cas. N'hésitez pas à m'envoyer vos enchères, hein, du coup, en MP. C'est un film qui mérite. C'est à voir. Honnêtement, c'est à voir. C'est pas le truc qu'on regarde à chaque fois. Pour moi, ça restera en dessous de ses autres œuvres, et pas forcément horrifique, hein. Pour moi, c'est en dessous d'un cadre de l'Apocalypse. Je m'éclate plus avec des films plus désespérés comme L'Au-delà ou Frayeur. Mais L'Au-delà, c'est carrément un monument. Voilà. Là, vraiment, sur ces films-là, on sort de la pure exploitation pour tomber dans quelque chose qui se pose là et qui va influencer le cinéma américain. Là, ça paie un peu son tribut, ça essaie. Ça fonctionne, la petite plus-value c'est le côté ultra bourrin, mais effectivement c'est d'une gratuité à toute épreuve, ça peut provoquer la répulsion chez certains et certaines. En même temps, à l'heure des Human Centipede et Serbian Film, j'ai envie de vous dire c'est peut-être largement plus fréquentable que ce type de film que je n'apprécie pas forcément. Bon, voilà en tout cas mon point de vue sur cette œuvre. Alors qu'en est-il de l'écrin de The Ecstasy of Films? Donc on a quand même un joli coffret digipack. Dans ce coffret digipack, on va avoir 3 disques, donc le film au format DVD, le même en Blu-ray, et on va avoir aussi, c'est dommage, comme quoi on peut pas tout avoir, hein. Donc on a la musique du film sur un CD à part. Alors ça c'était cool ça peut être cool pour des films où la musique elle est top. Moi je l'apprécie pas forcément, donc du coup autant vous dire que j'écouterai pas forcément le CD. Voilà. Donc après ça ce n'est que mes goûts personnels. L'objet est très très beau, donc ça, il n'y a aucun problème. Le fascicule intérieur dédié à l'œuvre, donc il y a à la fois quelque chose qui est fait par Lionel Grenier, où il va vraiment amener beaucoup d'infos sur la production en elle-même, mais globalement, c'est quand même ce qu'il en ressort. C'est un tournage qui s'est fait rapidement et bien. Voilà, donc comme le font les Italiens, et comme le faisaient aussi les Hongkongais à l'époque, hein, sur le Wuxupan Movie. Et on a une autre partie qui est plus dédiée on va dire, aux références à Jack l'Éventreur et sur les films dédiés à Jack l'Éventreur, qui est signé Alain Petit. Donc, en tout cas, en termes au niveau de l'écrit, au niveau du fascicule, c'est de haute volée et on a pris les bonnes personnes pour en parler. Voilà. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez les éditeurs francophones, mais du côté de The Ecstasy of Films, on sort pas non plus énormément de films chaque année, mais quand on le fait bien. Voilà. En termes de master, en termes, on va dire, d'autoring Blu-ray, etc., la navigation dans le menu, les thématiques au niveau des coupures de journaux, tout ça, c'est propre. Franchement, c'est bien. Moi, j'adore quand on travaille, on va dire, le contenu et le contenant. Voilà, donc tout est suivi et la navigation est propre et ça amène une espèce de profondeur, un côté un peu investigation. Donc, au final, c'était bien trouvé. C'était bien trouvé. Alors, petit bémol, parce qu'il y a toujours un bémol, si le master en Blu-ray il claque,
moi j'ai pu noter un problème sur ma copie. Alors forcément, le film je l'avais récupéré en 2020, je le chronique en 2024. Bon, j'essaierai de voir avec... j'enverrai quand même un petit mail, on va dire, à la direction The Extasio Films. Bon, il y a un problème sur le changement de couche du Blu-ray, donc c'est-à-dire que sur le chapitre 8, ça bloque. Voilà. Donc si on veut poursuivre la lecture, on ne peut pas lancer, en tout cas en Blu-ray, on ne peut pas lancer le film dans son entièreté comme ça. Il faut, on va dire, avoir le problème une fois, aller ensuite dans le chapitrage et squeezer directement le chapitre 8 et passer au 9. Bon, ça va, il se passe pas énormément de choses, mais je vais voir si je pourrais, je vais notifier, alors peut-être que l'information était remontée, moi j'arrivais après la guerre, mais en tout cas voilà, il y a un problème sur le changement de couche, donc c'est dommage, le truc sortait quasiment de sous blister, donc voilà, c'est une première fois que je le vérifiais. Ça n'enlève rien au travail éditorial. Après, je sais que pour en avoir discuté, mec qui raconte sa vie, avec Peterson hier soir, il m'expliquait que bon nombre d'éditions aujourd'hui en Blu-ray 4K d'éditeurs francophones ont des problèmes sur le passage de la 3e couche, par exemple. Il m'expliquait qu'une fois sur deux, c'est un retour de galette pour se faire réexpédier une nouvelle galette où le pressage est réussi. Bon, après, en même temps, ça peut se comprendre. Bon nombre d'éditeurs se sont lancés dans l'aventure sans forcément être issus du milieu audiovisuel parce que c'était des passionnés, donc ils ont tout appris sur le tas, fait confiance à certains labos, etc. Donc on va dire que les gens sont humains et que l'erreur est acceptable. Donc voilà, plutôt que de faire le rageux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je me rappelle souvent sur des commentaires sur c'est j'ai dépensé 30 € le truc, bon ça va. Voilà, t'as affaire à des êtres humains, c'est pas des robots, donc voilà, il suffit que tu discutes normalement, oui t'es consommateur, t'informes et tu récupères une nouvelle galette. Moi je le sais que, en tout cas du côté des plus anciens éditeurs francophones, notamment du côté du Chat qui fume, le Chat qui fume, eux, vérifient même après et renvoie des galettes même avant que tu aies pu regarder le film très rapidement en te notifiant qu'il y a un problème de pressage, etc. Donc voilà, The Extasio Film, c'est plus confidentiel, donc voilà, je les informerai on verra si je peux, voilà, s'ils connaissaient le problème, et voir si je peux obtenir une nouvelle copie. Donc je suis assez content de reprendre le micro et de vous retrouver, voilà, donc moi je sais que j'ai lancé les autres projets à côté, du côté de Chronique d'un Quadra, c'est en cours, donc voilà, je peux me permettre maintenant de me concentrer un peu plus sur 7ème dimension et rééquilibrer un petit peu le truc, et puis on va pas se mentir, moi, quelle est l'origine? Tiens, mettons un petit peu d'émotion là-dedans. Quelle était la volonté, en fait, à l'origine du magazine 7ème Dimension? C'est que, à la base, c'est une passion, le cinéma, que j'ai découvert avec les vidéoclubs, et c'est aussi une histoire d'amitié, hein, voilà, avec Peterson, hein, on se connaît depuis les 3/4 de notre vie, c'est pas rien quand même, hein, donc c'est le cinéma qui nous a rapprochés. On a dupliqué entièrement des vidéoclubs en VHS, on les salue bien bas, de toute façon ils n'existent plus ces vidéoclubs, mais on les a dupliqués, on les a pompés, on a collectionné des choses, donc on a voyagé, on a eu des premières découvertes, et c'est vrai, et c'est tout con. Nous, à l'époque, en fait, hein, quand on était minots, nous, tout ce qu'on souhaitait faire, c'était ouvrir notre vidéoclub. Voilà. T'imagines le... Alors, heureusement, j'ai envie de vous dire, on a eu un peu plus d'ambition, et je pense que chacun, enfin, en tout cas, moi, je vais pas parler pour lui, mais en tout cas, moi, je suis très satisfait de ce que j'ai fait professionnellement, donc je suis allé au-delà. Mais il y avait cette volonté de faire un vidéoclub. Et en fait, le magazine, c'était un peu ça. Et je pense que ce que doit être 7ème Dimension dans vos oreilles aujourd'hui, c'est être une version audio de ce vidéoclub, d'être une sorte de vidéoclub où à chaque vérif, je sors un truc, ça vous donne envie, comme un peu, voilà, pour ceux et celles qui ont connu ça, comme quand on allait dans ces vidéoclubs qui n'étaient pas des vidéos futures, mais qui étaient vraiment des vidéoclubs tenus par des passionnés, où on avait ces rayons, on avait ces affiches, et le mec qui tenait ça te conseillait, en fait. Voilà, un film, et tu repartais avec la recommandation. Donc, j'ai envie que 7ème Dimension s'installe dans le temps comme votre vidéoclub de cinéma de genre. Voilà. Je peux pas trouver une meilleure définition
de ce que je fais en tout cas pour 7ème dimension, pour ce début d'année 2024. Donc la suite c'est quoi ? La suite c'est l'épisode long, donc voilà, moi je suis très content de pouvoir parler de la quadrilogie Mad Max, parce que ça se pose là. Et ça s'est toujours posé là. Et je pense que le Furiosa va remettre un petit coup de pied au cul la production cinématographique, comme l'avait fait le Fury Road en son temps. Donc je vous donne rendez-vous très rapidement, voilà, n'hésitez pas à partager, alors, on va le dire parce que c'est important aussi, autour de vous ce podcast, donc suivez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, je ne vous demande pas d'argent, je ne suis pas de ce niveau-là, mais voilà, propagez la bonne parole. Donc c'était la vérif de 7ème dimension, c'était les Ventoirs de New York, c'était l'histoire d'un mec qui parlait avec une voix de canard et qui en voulait aux jeunes femmes à New York. Et n'oubliez pas que à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.